Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité et de m'avoir demandé de présenter cet article. Donc effectivement, le titre, c'est Acide et bêta-bloquants, comment choisir? Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et avant de me lancer directement dans la discussion de l'article, il y a juste quelques notions que j'aimerais un petit peu vous présenter, peut-être tous nous rappeler un petit peu. Donc la première notion que j'aimerais rappeler, c'est un petit peu c'est le rôle de la prévention primaire de l'hémorragie chez les patients avec hypertension portale, donc la prévention des saignements sur varices œsophagiennes. Et j'aimerais vous rappeler un petit peu à quelle place est-ce que les bêta-bloquants ont leur rôle, c'est en particulier dans les varices de petite mais surtout de grande taille, avant le premier épisode d'hémorragie digestive. En général, c'est là où on introduit les bêta-bloquants et c'est là où il y a un bénéfice de mortalité et un bénéfice de saignement pour prévenir le saignement chez ces patients. Alternativement, on peut également proposer une ligature chez des patients, mais en général, les bêta-bloquants sont indiqués en première intention, vu qu'il y a des bénéfices autres que simplement sur l'hémorragie digestive. Quand on parle de bêta-bloquants dans la cirrhose, il faut aussi qu'on réfléchisse à quel bêta-bloquant choisir. Actuellement, on a deux choix en particulier. Le choix le plus établi, c'est le propranolol ou l'indéral, qui a une activité bêta-E1 et bêta-2 bloquante, avec un pic de concentration plasmatique à 1 à 2 heures. Les effets secondaires des bêta-bloquants, on les connaît, en particulier l'hypotension qui peut être délétère chez les patients cirrhotiques. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des bénéfices secondaires chez les bêta-bloquants avec une réduction de la translocation digestive, une réduction du développement d'acide, de la péritonie bactérienne spontanée et du syndrome hépatorénal. L'autre bêta-bloquant qu'on utilise aussi régulièrement, c'est le carvedilol qui est l'objet de cette étude, qui a non seulement un effet bêta-1 et bêta-2 bloquant, mais également un effet bloquant sur les récepteurs alpha-1, avec une production augmentée du NO au niveau intrahépatique. On verra qu'on commence à des faibles doses. Les effets secondaires sont relativement similaires au propranolol, à part que c'est un effet hypotensif plus important, donc une hypotension artérielle systémique, qui peut être compliquée chez les patients cirrhotiques. Donc pour mettre ça sur un petit peu un schéma, donc encore une fois, si on parle aujourd'hui d'hypertension portale ici au centre, et on voit que les facteurs qui déterminent cette hypertension portale, c'est la résistance intrahépatique au niveau du foie, qui peut être architecturale ou dynamique, et c'est également l'apport de sang, l'entrée de sang au niveau de la veine porte, qui elle-même est dépendante du débit cardiaque et de la vasodilatation splanchnique, c'est-à-dire dans les vaisseaux au niveau digestif. Et donc, tant le carvedilol que l'indéral, par exemple, que le propranolol, ont une action bêta-2 bloquante, donc ils opposent cette vasodilatation splanchnique et ils causent une vasoconstriction splanchnique, ce qui va diminuer l'afflux du sang-porte. Ils ont également un effet bêta-1 bloquant ici, qui diminue le débit cardiaque. Et par contre, le carvedilol seul a cet effet alpha-1 bloquant, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a un effet vasodilatateur au niveau intrahépatique. Donc ça, c'est un petit peu le premier concept. Le deuxième concept que j'aimerais vous introduire avant de parler de l'article, c'est le rôle des bêta-bloquants chez les patients avec acide, et en particulier avec une acide avancée. Donc, quel bêta-bloquant choisir chez les patients avec acide et cirrhose? Cette méta-analyse aurait eu tendance à me démontrer qu'en cas de propranolol, il n'y a pas de surmortalité, mais en cas de prise de carvedilol, cela pourrait être associé à une surmortalité chez les patients avec acide et cirrhose. Et pourquoi est-ce qu'on parlerait de surmortalité chez ces patients? C'est le fameux concept de fenêtre thérapeutique des bêta-bloquants, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand la cirrhose est trop avancée pour introduire les bêta-bloquants. Cette étude l'a clairement démontré en montrant que chez les patients sans acide, il y a peu d'activation sympathique. Quand les patients cirrhotiques développent une acide qui commence à répondre aux diurétiques, on augmente l'activation sympathique avec une augmentation parallèle de la contractilité cardiaque et une baisse progressive de la pression de perfusion rénale. Et en cas d'acide réfractaire, là, on baisse encore plus la pression de perfusion rénale et la contractilité cardiaque. Et les bêta-bloquants, à ce moment-là, pourraient avoir un effet délétère, avec notamment la survenue d'insuffisance rénale et de problèmes au niveau cardiaque. Donc voilà, après cette longue introduction, j'aimerais vous parler un peu de ce papier pour que vous compreniez un petit peu dans quel contexte il survient. Donc, le papier, il s'intitule donc comme ça, il va étudier le rôle de la conversion du changement du propranolol au carvedilol chez les patients avec cirrhose et acide. C'est un papier d'un groupe grec monocentrique. Et les buts de l'étude que vous voyez ici, une étude prospective randomisée, c'était d'évaluer les effets à long terme du changement du propranolol vers le carvedilol sur l'hémodynamique systémique, l'hémodynamique rénale et la fonction.
Chez les patients avec acide de grade 2 à 3, donc ils ont exclu les acides réfractaires, c'est l'acide grade 2 à 3, en gros, c'est l'acide clinique, qui ont atteint, on va voir les cibles qui ont atteint les cibles. Et par ailleurs, ils ont également étudié le bénéfice au niveau de la survie et au niveau de la décompensation de la cirrhose. Donc si on fait un picot de cet article, la population, donc c'est un centre unique en Grèce, ils ont inclus entre mai 2013 et juin 2017, sur environ 4 ans. C'était tous des patients qui étaient déjà sous propranolol à dose stable depuis plus de 6 mois. Le propranolol, ils prenaient à but de prophylaxie d'hémorragie sur varices œsophagiennes, avec l'atteinte cible. Donc quand on donne des bêta-bloquants pour des varices œsophagiennes, on cible une fréquence cardiaque entre 55 et 60 ou 25% de réduction, avec une tension artérielle systolique qui est maintenue. Ils ont inclus donc des patients cirrhotiques adultes, pas avec une hépatopathie trop avancée, pas avec une insuffisance hépatique trop avancée, et une acide, comme on l'a dit, grade 2 à 3. Ils ont exclu les patients avec insuffisance rénale, les patients avec une insuffisance hépatique importante, avec une encéphalopathie hépatique, et puis les patients avec carcinome hépatocellulaire ou thrombosport, ou des doses trop importantes de bêta-bloquants. Quelle était l'intervention et le contrôle? Donc ils ont randomisé 2 pour 1, c'est-à-dire qu'ils ont randomisé 2 patients dans le groupe carvedilol pour 1 patient dans le groupe propranolol. Le carvedilol, ils ont commencé à des faibles doses, 6,25 mg par jour. Je ne pense pas que c'est les doses que vous utilisez pour traiter l'hypertension artérielle. Ils sont montés jusqu'à 12,5 mg par jour. Et si ce n'était pas toléré, ils ont repris le propranolol. Et dans le groupe propranolol, simplement, ils ont continué le propranolol sous lequel les patients étaient déjà stabilisés. Quel était l'outcome et le temps au niveau de l'étude? Donc l'outcome primaire, c'est la mortalité liée au foie et les épisodes de décompensation hépatique. Et les autres outcomes, c'était l'hémodynamique systémique et rénale. Et il y avait un suivi clinique pendant 2 ans. Donc les résultats, ils ont discuté avec 110 patients pour l'inclusion. Ils en ont finalement inclus 96, il y en a 14 qu'ils n'ont pas pu inclure. Ils en ont randomisé 96, 2 pour 1, donc 64 ici dans le groupe carvedilol et 32 dans le groupe propranolol. Après, ce qui est important ici, c'est que 6 patients n'ont pas toléré ou n'ont pas répondu au carvedilol. Donc 10% environ des patients, malgré qu'ils toléraient le propranolol, n'ont pas toléré le carvedilol. Et puis ces patients ont été exclus de l'analyse finale per protocole ici. Vous voyez que dans l'analyse par protocole, ils n'en analysent que 58. Et puis dans le groupe propranolol, par contre, tous les patients ont été analysés. Quelles sont les caractéristiques de base de ces patients? On voit que finalement, entre le groupe qui continuait le propranolol et ceux qui ont été switchés, qui ont été changés pour le carvedilol, sont relativement similaires. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a une différence dans le grade des varices œsophagiennes dans ces différents groupes, une différence assez importante. On voit que dans le groupe carvedilol, 69% avaient des varices de petite taille, alors que dans le groupe propranolol, 3% avaient des varices de petite taille. Et pourquoi c'est important? Parce que dans ce papier, les auteurs n'ont pas mesuré la pression portale. Et par contre, ceci pourrait suggérer qu'il y avait une hypertension portale plus importante dans le groupe propranolol. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure, ce qui peut expliquer en partie les outcomes. Voici l'outcome primaire. On voit que, même si on parle des outcomes primaires, il faut le dire assez impressionnant. Donc si on parle de décompensation, on voit que les patients sous carvedilol, pendant un suivi de 2 ans, ont développé moins de décompensation hépatique, en particulier de l'acide. 30% des événements, c'était le développement d'acide. Et par contre, les patients ici en propranolol ont développé plus d'événements. Et également pour la survie, ce qui est un outcome évidemment encore plus fort, on voit que la survie des patients sous carvedilol, donc qui ont été changés du propranolol au carvedilol, est meilleure ici à 2 ans que les patients qui ont été maintenus sous propranolol. Ils ont également étudié l'hémodynamique et rénale dans 2 périodes de 6 mois. La première période de 6 mois après l'introduction du carvedilol et la deuxième période de 6 mois, donc sur une période d'un an. Et en gros, je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est que dans le groupe carvedilol, il y a une plus importante chute du débit cardiaque, et je vous rappelle que ça, c'est quelque chose qu'on vise, la chute du débit cardiaque pour baisser la pression portale. Il y a une activation plus faible du système rénine-angiotensin-aldostérone par rapport au groupe propranolol. Et puis, il y a une discrète, mais bon, selon les auteurs significative, augmentation de la fonction rénale dans le groupe carvedilol que dans le groupe propranolol, qui est associé également à une augmentation du débit sanguin au niveau rénal. Donc, en conclusion, c'est la première étude prospective randomisée démontrant l'effet du changement du propranolol vers le carvedilol
chez les sujets avec cirrhose et acide non réfractaires. C'était associé à une amélioration de l'hémodynamique et de la fonction rénale, ainsi que de la survie dans le groupe carvedilol. Les mécanismes de ce bénéfice ne sont pas tout à fait clairs. Est-ce qu'il y a une plus grande diminution de la pression portale grâce au carvedilol, ce qui a déjà été démontré dans d'autres études? La littérature reste controversée, et à mon sens, pour l'instant, c'est insuffisant pour changer la pratique, même si le carvedilol, c'est un bêta-bloquant qu'on utilise. Je ne suis pas sûr qu'on a suffisamment de données pour changer du propranolol au carvedilol dans ce contexte qui précise. Quels étaient les points forts et les limites pour moi de cette étude? Les forts, c'était une étude randomisée avec des effets sur la survie globale, et c'est malgré tout relativement relevant à la pratique. Les limites, c'était l'analyse per protocole. Ils ont exclu 10% des patients qui toléraient mal le carvedilol. Y avait-il, comme je l'ai montré tout à l'heure, plus d'hypertension portale dans le groupe propranolol, avec avec plus de varices œsophagiennes de grande taille chez ces patients? Il n'y avait pas de mesure de la pression portale, ce qu'on fait relativement de façon assez routinière ici par voie transjugulaire. C'est un centre unique, un petit collectif qui nécessite une validation. La raison pour laquelle ils ont fait cette étude est peu claire. C'est une étude qui a été démarrée en 2013, peut-être que le protocole n'est plus tout à fait à jour. Et l'explication physiopathologique, comme j'ai dit, reste à démontrer. Et finalement, si on veut garder un petit peu un take-home message pour moi, les conclusions pour la pratique, au-delà de savoir quel bêta-bloquant est meilleur chez ces patients, ce qui est un petit peu ce qui reste très controversé, je vous ai épargné toutes les études qui vont pour et contre. Je pense qu'il est important, c'est qu'il y a une notion justement de la fenêtre thérapeutique des bêta-bloquants chez les patients cirrhotiques qui je pense, est à connaître. C'est un concept auquel on a commencé à réfléchir en 2012-2013. Il faut savoir que probablement que cette fenêtre pour les bêta-bloquants s'ouvre chez les patients cirrhotiques quand les patients développent une hypertension portale avec des varices œsophagiennes, et probablement que la fenêtre pour les bêta-bloquants se ferme quand les patients développent de l'acide réfractaire, et quelques études ont démontré une surmortalité des bêta-bloquants chez ces patients-là, et probablement que ces patients-là, c'est plutôt des patients chez qui il faudrait réduire les doses des bêta-bloquants et réfléchir plutôt à la ligature des varices œsophagiennes plutôt que la poursuite des bêta-bloquants en même dose. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, ici il y a des questions.